podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la Table Ronde, autrement intitulée Le Grand Livre des Aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. La reine Guenièvre apparaît dans la légende arthurienne sous des aspects si dissemblables qu'on croirait avoir affaire, selon les auteurs, à deux personnages différents. Son nom en gallois signifie « esprit blanc » ou « blanc chauffé ». Épouse infidèle du roi Arthur et amante du beau Lancelot, elle est, selon les uns, une femme adultère, coupable et perfide, et selon d'autres, une reine à la beauté immaculée, victime de cet amour fautif auquel elle ne peut échapper. Le Lait de Lanval de Marie de France ou encore le roman de Roux de Wace pencherait vers la première hypothèse. Si le roman de Guenièvre ne fait l'objet que de courtes mentions dans les premiers récits arthuriens, c'est au XIIe siècle, avec Chrétien de Troyes, que son personnage s'étoffe véritablement. Dans son roman Le Chevalier de la Charrette, Chrétien de Troyes raconte l'amour passionné du chevalier Lancelot pour sa reine. Alors que la reine Guenièvre a été ignominieusement enlevée par le cruel Méléagant, Lancelot part à sa recherche et surmonte de nombreuses et dangereuses épreuves pour la délivrer. Par amour pour elle, il accepte même de monter dans la charrette d'infamie, ce qui au Moyen-Âge revient à se couvrir de honte. Lorsqu'il retrouve la reine, il comprend que cet amour est réciproque et devient son amant. Le Chevalier de la Charrette est une commande de Marie de Champagne, fille d'Aliénor d'Aquitaine, à Chrétien de Troyes, poète de sa cour. En glorifiant de la sorte l'amour d'un chevalier idéal envers une dame de haut rang a priori inaccessible, Chrétien de Troyes s'inscrit dans l'idéologie courtoise tant prisée par Marie de Champagne. En effet, à l'époque, la noblesse se plaît alors à un raffinement de manières et de sentiments dont les dames sont les inspiratrices. Le roman fait écho à ce nouvel art de vivre qui s'épanouit dans les cours royales et princières et tient son nom de la vie de cour, la courtoisie. Chrétien de Troyes est d'ailleurs le premier à décrire une chevalerie arthurienne qui, au-delà de la prouesse guerrière et des actions d'éclat, possède une dimension humaine et affective. Excepté la passion du roi Uther Pendragon pour la femme de son vassal, les unions sont jusque-là évoquées dans une perspective historique et dynastique. Et c'est seulement au XIIe siècle que les personnages arthuriens sont dotés d'une vie sentimentale. Mais n'anticipons pas trop et retournons avec Maître Blaise auprès du roi Arthur et de Lancelot enfant. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la Table Ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 8e émission, La reine Guenièvre. Messire de Petite-Bretagne, c'est un grand regret que je vous vois partir. Sire Arthur, c'est un grand regret. Mais voilà plus de 6 mois que nous avons quitté nos terres, il nous tarde de les retrouver. Je le sais, et ne vous retiens pas. Puissais-je m'acquitter un jour de la dette que j'ai envers vous, noble seigneur. Adieu, roi Ban. Adieu, roi Bor. Que Dieu vous protège. Adieu, sire. Adieu, sire.
les rois Ban et Bohor prennent congé d'Arthur. Et ils gagnent le rivage afin de s'embarquer pour la Petite-Bretagne. Or, sachez qu'entre-temps, le roi Clodas de la terre déserte, qui avait réchappé de la bataille de Salisbury, où Arthur avait écrasé les rois païens ligués contre lui, avait pu regagner la Petite-Bretagne. Et là, ayant levé une nouvelle armée, il avait profité de l'absence des rois Ban et Bohor pour attaquer leur terre. À peine ceux-ci eurent-ils débarqué qu'ils tombèrent dans une embuscade. Tous leurs hommes furent dispersés et massacrés. Le roi Bohor fut tué. Seul le roi Ban, son épouse, la reine Hélène, et le petit Lancelot, âgé de quelques mois seulement, purent s'échapper. Ils tentèrent de regagner leur château. Se cachant le jour, cheminant la nuit, ils arrivèrent au bord du lac de Diane, qui n'en était distant que de quelques lieues. La lune est haute, et l'on voit presque comme en plein jour. Voyez, mamie, c'est le lac de Diane. C'est dans ces parages, dit-on, qu'habitent Monseigneur Merlin et Viviane. Oh, s'ils pouvaient nous entendre. Ne craignez plus, s'il se peut, nous arriverons cette nuit même. Vous êtes fatigué, étendez-vous près de cet arbre, j'irai reconnaître les lieux. Vous donnerez le sein au petit Lancelot, qui a grand faim. Oui, mon ami. La reine fait comme a dit le roi. Et le roi se dirige vers une colline, du haut de laquelle on peut voir le château. Il gravit la colline. Le cœur lui bat, songeant que bientôt, il va retrouver les siens. Il arrive au sommet. À l'horizon, il voit une lueur rouge. Il comprend que c'est son château qui brûle et qu'il arrive trop tard. Telle est sa douleur que son cœur se rompt dans sa poitrine et qu'il s'écroule tout de son long. La reine a entendu le cri, elle ne sait que faire. Elle attend un long moment et comme son mari ne revient pas, elle pose le petit Lancelot dans l'herbe, l'enroule dans la couverture et se dirige vers la colline. Elle la gravit. Elle voit la lueur de l'incendie et le roi Ban qui gît sur le sol. Elle se penche sur lui. Il est mort. Peu s'en faut qu'elle n'en meure aussi. Mais elle se souvient du petit Lancelot. Lancelot! Quand elle arrive près de l'arbre où elle l'a laissé, un nouveau malheur l'attend. Lancelot n'est plus là. La reine, folle de douleur, appelle son enfant. Seul l'écho par-delà les rives du lac lui répond. Viviane, qui tient Lancelot en ses bras, le pose doucement sur le tissu d'or et de soie qui recouvre son lit. Dormez, beau trouvé. Dormez. Merlin n'a pas entendu, mais Viviane a vu. Depuis qu'il a quitté la cour, Merlin n'est pas retourné au manoir sous le lac. Et Viviane se languit de lui. En vain, elle regarde dans son miroir, espérant y voir une image de son maître. Le miroir ne répond plus. Elle n'y voit que le visage de Viviane. Et cette nuit-là, comme elle y regardait encore, toute dolente. Ah, si seulement j'avais un enfant, l'attente me serait moins longue. Le miroir se brouille, le lac apparaît, puis l'arbre, et au pied de l'arbre, le petit Lancelot endormi. Aussitôt elle s'y rend. Elle prend l'enfant dans ses bras et sans attendre s'en retourne sous le lac. Tout à la joie d'avoir trouvé un compagnon, elle ne se soucie pas de la reine Hélène qui cherche désespérément son enfant. Et deux nonnes passent alors par là. Lancelot! Écoutez, ma sœur. Lancelot! Qu'y a-t-il? Mon enfant! Mon enfant! Avez-vous vu mon enfant? Est-ce vous qui l'avez? Mais qui êtes-vous, ma fille? Et de quel enfant parlez-vous? Et de mon fils! Lancelot! Il était là, sous cet arbre. Rendez-le-moi! Calmez-vous, ma fille. Nous sommes des nonnes. Nous n'avons pas vu votre enfant.
Nous n'avons vu personne. Et personne ici jamais ne passe que nous, qui venons prier toutes les nuits pour les morts qui hantent les rives du lac. Qui êtes-vous donc? Je suis votre reine. Je suis la reine aux grandes douleurs. La reine? Et le roi Ban est là-bas, sur la colline. Mort. Il est mort. Allez-y si vous ne me croyez pas, et vous verrez aussi son château qui brûle. Ah, mon fils, Lancelot. Lancelot. Dame, si vous dites vrai, Dieu veuille qu'il ne soit pas tombé dans le lac. Venez, nous chercherons ensemble. Hélas. Venez! Allons. Les nonnes cherchèrent avec la reine. Elles trouvèrent le corps du roi, non le petit Lancelot. Alors elles emmenèrent la reine dans leur couvent, où elle resta jusqu'à sa mort, qui ne tarda point. Au matin du même jour, 2 messagers demandèrent à parler au roi Arthur. Faites-les entrer. Qui êtes-vous? Sire, nous venons de Petite-Bretagne de la part de messires Farien et Lambeg, sénéchaux des rois Ban et Bor. Les rois Ban et Bor nous ont quittés depuis plus d'1 mois. Ne sont-ils pas rentrés en Petite-Bretagne? Sire, nous n'avons pas de nouvelles des rois Ban et Bor, et nous espérions les trouver ici. En leur absence, le roi Clodas de la terre déserte a envahi leur terre. Nous sommes venus ici pour demander du secours. Le roi Clodas n'a-t-il pas trouvé la mort dans la plaine de Salisbury? Sire, il a regagné son royaume. Il est plus puissant que jamais. Si les rois Ban et Bor ont débarqué en Petite-Bretagne, il est fort à craindre qu'ils n'aient été tués ou faits prisonniers. Ce sont là, messires, de funestes nouvelles. Mais sachez-le, qui s'attaque aux rois Ban et Bor s'attaque à nous-mêmes. Quai! Faites convoquer la table ronde. Lorsque ceux des chevaliers de la table ronde, qui étaient encore à Camalot, furent réunis, et qu'ils s'approchèrent de la table afin de prendre leur place, ils virent que les noms des rois Ban et Bor s'étaient effacés. Alors ils ne doutèrent point qu'ils eussent trouvé la mort. Mes seigneurs, au nom de la table ronde, les rois Ban et Bor nous requièrent de les venger. Ils étaient nos hommes liges et nos amis. Nous aurions dû savoir les dangers qui les menaçaient. Nous les avons laissés partir avec une si petite troupe qu'à n'en pas douter, ils ont succombé sous le nombre. Ceci est une tâche sur notre honneur et sur l'honneur de la table ronde dont ils étaient chevaliers. Nous avons réuni sous notre sceptre toutes les Bretagnes. Voici que le roi Clodas nous défie à nouveau et s'empare de nos terres. Nous ne le permettrons pas. Nous les vengerons! À ces paroles du roi, tous les chevaliers jurèrent de venger les rois Ban et Bor et décidèrent une expédition contre le roi Clodas. Arthur, ayant réuni une puissante armée, passa la mer avec elle. Il défit le roi Clodas, qui dans sa fuite trouva la mort. Ce fut lors de ces combats également que mourut le vieux roi Urien. Ce qui réjouit fort son épouse Morgane lorsqu'elle le sut. Au château du roi Bor, qui n'était point tombé, il trouva les sénéchaux Farien et Lambeg, ainsi que le petit Lionel et le petit Bor, les fils du roi Bor de Gann. Puis Arthur s'empara de la terre déserte, et ayant ainsi agrandi son royaume, il s'apprêta à retourner en Bretagne bleue.
Mes seigneurs, rien ne peut nous consoler de la mort des rois Ban et Bohor, qui nous avaient apporté aide et conseil dans notre lutte contre les rois païens. Toutefois, nous avons rendu justice, rétabli nos droits et relevé l'honneur de la table ronde. Pharien, Lambeg, qui fut sénéchaux des rois défunts, je vous confie la régence de Benoïc, de Gan et de la terre déserte, jusqu'à ce que les enfants du roi Bohor soient en âge de régner. Ils se partageront ces terres, à moins qu'on ne retrouve le petit Lancelot. Nous ne pouvons douter, hélas, qu'il ait trouvé la mort avec son père et sa mère. Sire! Sire! Mes seigneurs! Les enfants! Que se passe-t-il? Les enfants, ils ont disparu. Je t'attrape! C'est moi qui t'attrape! Sibylle, Florée, venez voir! Oui, qu'est-ce que c'est? Voyez ce que j'ai trouvé. Oh, comme ils sont mignons. Comment t'appelles-tu? Lionel. Et toi? Bohor. Ce seront de bons compagnons pour Lancelot. Dame, où les avez-vous trouvés? Dans le jardin du château. Ils étaient avec leur nourrice. Elle s'était endormie sous un pommier. Et comme je passais par là, nous avons joué ensemble. Je n'ai pas pu les empêcher de me suivre et les voilà. Je gage qu'ils n'ont guère envie de retourner au château. Assurément, ils seront beaucoup mieux ici. Je suis heureux, mamie, de vous entendre rire. Monseigneur Merlin, je vous croyais mort. Vous voyez, on se distrait comme on peut. Les jolis enfants que vous avez là. Il y en a encore un autre. Mais où étiez-vous? J'étais en voyage. J'ai tâché de vous voir dans le miroir que vous m'avez donné. En vain. Là où j'étais, personne ne peut me voir. Même vous. Peu m'importe. J'ai de la compagnie. Je n'ai plus besoin de vous. Désormais, vous pouvez courir le monde comme bon vous semblera. Vous pouvez repartir. Qu'attendez-vous? On ne vous désire point ici. Courez, courez! Amie! Vous me faites de la peine. Dois-je penser que vous ne m'aimez plus? Oui, et vous non plus, vous ne m'aimez pas. Voyez, vous faites peur aux enfants. Vous avez tort de vous mettre en colère. Et je ne pensais pas qu'en mon absence, vous seriez devenue voleuse d'enfants. Voleuse? Mais je ne suis pas voleuse. Sachez qu'ils sont venus à moi. Ils sont à moi. Ah, soit. Et je ne doute pas que vous en fassiez de rudes chevaliers. Gardez-les. J'ai plaisir à les voir ici, pour le plaisir qu'ils vous donnent. Amis, vous aurez un invité ce soir. Tâchez d'ici là de me pardonner et de nous préparer bonne chère. Qui? Vous verrez. Cependant, au château, on faisait de grandes recherches pour retrouver les petits-enfants. La nourrice ne put rien dire. Elle ne se souvenait même pas de s'être endormie. Aussi grande avait été la joie, aussi grande était maintenant la consternation. Pharien, ne dit-on point que Merlin a sa demeure près d'ici? Si on le dit, mais personne ne le sait. Personne jamais ne l'a rencontré. On dit qu'il habite près du lac de Diane, mais il n'y a là que des bois sauvages, des collines désertes. J'irai toutefois. Vous m'indiquerez l'endroit. Vous ne le direz à personne. Non, sire. Le roi se rend au lac de Diane avec Pharien. Partez maintenant, Pharien. Mais sire... Laissez-moi seul.
Farien s'écarte à contre-cœur. Le roi longe la berge. Le voilà si absorbé dans ses pensées qu'il ne prête plus attention au lac ni aux arbres qui l'entourent. Il se laisse aller au pas de son cheval. Et voici que, revenant à lui, il se trouve à l'entrée d'une fraîche vallée, au fond de laquelle s'élève un beau manoir vers lequel il se dirige. De loin, Farien a vu le roi et son cheval qui entraient dans le lac. Il revient au galop appelant le roi. Mais Arthur ne l'entend pas, et lorsque Farien arrive au bord du lac, l'onde s'est refermée et le roi a disparu. Arthur! Sire! Arthur! Cependant, Arthur s'approche du manoir. Monseigneur Merlin vient à sa rencontre. Sire, soyez le bienvenu en mon humble chaumière. Dieu soit loué, Merlin, qui t'envoie à moi. J'avais grande envie de te voir. Sire, nous avons le temps. Qu'il vous plaise de descendre de cheval. Alors des serviteurs s'approchent du roi. Ils l'aident à descendre de cheval. Ils le conduisent au manoir, où, l'ayant désarmé, ils lui passent une robe de soie légère, puis l'amènent dans la salle, jonchée d'herbes fraîches, où l'attendent Monseigneur Merlin et Viviane. Sire, vous avez rencontré déjà Madame Viviane, mais sans doute ne la reconnaîtrez-vous pas. Ma foi... Sire, soyez le bienvenu. Vous souvenez-vous de la marchande qui vous offrit un anneau? C'était vous? Oui. Vous étiez vieille dame, alors vous voici jeune fille. À vous voir, je comprends pourquoi Merlin nous délaisse. Je lui eusse tout donné pour l'avoir toujours à côté de moi, mais ce que ne peuvent les rois, votre beauté et votre sagesse, à n'en point douter, le pourront. Dame, je tiendrais à grand honneur, si vous le vouliez, de vous recevoir à la cour. Sire, grand merci. Pour vous seul, peut-être, je quitterai le lac. Le lac? Sire, vous êtes sous le lac. Veux-tu dire? En vérité, il n'y a pas de lac. Il y a cette vallée où nous sommes. Mais les passants ordinaires y voient un lac, afin que Madame Viviane ne soit point dérangée. C'est une chose bien étrange. À ces mots, le roi tomba dans cette absence qui lui était habituelle lorsque la tristesse entrait en lui. Sire. Sire. Laissez-le revenir. Pardon, dame Viviane. Sire, de quelle pensée êtes-vous triste? Dame, je pensais aux douleurs et aux combats qui sont le lot du commun des hommes, et je me demandais soudain, à quoi donc peuvent-ils servir? C'est une noble pensée. Oh, Arthur! Arthur! Bord, Lionel! Ah, méchant garnement, que faites-vous ici? Tout le monde vous cherche! C'est Comment? Sire, Madame Viviane s'est permis d'emmener les enfants. Elle a pensé qu'ici, ils seraient en sécurité et qu'elle pourrait les élever comme il convient à des fils de roi. Je n'en doute pas, Merlin. Sans doute savez-vous mieux que moi ce qui leur convient. Toutefois, ne m'en veuillez pas si je prends congé. On est en peine qu'ils soient perdus. Morts, peut-être. Et de moi aussi, on doit s'inquiéter. Sire, soyez sans crainte. J'ai fait prévenir Farien que vous étiez mon hôte et que les enfants étaient en lieu sûr. Soit. Tu ne cesseras point de m'étonner. Sire, vous plairait-il de passer à table? Je ne le refuserai pas à celui à qui je dois mon royaume. En vérité, ce m'est une grande joie de me retrouver en votre compagnie. Si je n'étais roi, je souhaiterais ne la quitter jamais. Le roi avait oublié sa tristesse. Et le repas fut gai, les mets délicieux, les propos délicats et tendres, cela va sans dire.
La nuit était fort avancée lorsqu'Arthur se souvint des affaires du royaume. Merlin, tu ne m'as pas dit ce qui était arrivé aux rois Ban et Bohor. Sire, ils sont morts. Et le petit Lancelot aussi, sans doute. Non, sire. Il est ici. Comment? Lui aussi? Dame Viviane, en vérité, vous voici reine de Bretagne. Sire, je me contente d'être la dame du lac. Mais j'aime les enfants. Ils me tiennent compagnie lorsque monseigneur Merlin court le monde. Ainsi, il vous arrive à vous aussi d'avoir du chagrin? Personne n'y échappe. Merlin, toi qui sais toutes choses, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je n'aurais pas laissé partir sans secours les rois Ban et Bohor. Sire, je n'étais pas là. Non, ce n'est pas une réponse. Bien dit! Arthur, il ne m'est pas donné de changer le destin. Chacun a sa part, moi comme toi. Et pour ce que j'en sais et ne puis dire, c'est ma part de tristesse. Bonne nuit, mes seigneurs. Permettez-moi d'aller dormir. Lorsque dame Viviane se fut retirée, Arthur et Merlin demeurèrent encore à deviser. Le miroir de Viviane était sur le mur, et comme le regard d'Arthur s'y était posé, voici qu'il retomba dans sa rêverie. Mais cette fois, ce n'est pas de tristesse. Il voit un jardin, des arbres, des fleurs, des fruits qu'il ne connaît pas. Au milieu de ce jardin, il voit un bassin de marbre. Et dans ce bassin, une jeune fille qui se baigne nue, la plus belle qu'on puisse rêver. Il ne se lasse pas de la regarder. Arthur? 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 Hein? Merlin, tais-toi. Regarde. Je ne vois rien. Ah, elle est partie. Mais pourquoi m'as-tu dérangé? Ah, ce que j'ai vu. Merlin. Une femme. Une enfant. Belle. Si belle. Oh, Merlin, là, dans ce miroir. Qui est-elle? Tu rêves? Bon, je rêve. Oh, Merlin, ne te moque pas de moi. Si cette femme n'existe pas, j'en mourrai. Et si elle existe, et si je ne l'ai pas, j'en mourrai. J'irai jusqu'au bout du monde, jusqu'en enfer s'il le faut, mais il me la faut. Cela, tu le sais. Oh, tu le sais, ne mens pas. Arthur, garde-toi d'une femme trop belle. Trop belle, parle pour toi. Tiens, par l'anneau de Viviane que voici, je jure que celle-ci sera ma femme ou qu'il n'y aura plus d'Arthur. Approche-toi. Regarde. Regarde. Tu peux. Tu sais. Oui. Je t'ordonne de me l'acquérir sur le champ. Sur le champ, comme tu es. J'ordonne, comme ton père, tout de suite. Ah, comme vous êtes. Tu crois que c'est facile? Peu m'importe. Si tu ne veux pas m'aider, je la trouverai tout seul. Tu crois que l'univers entier tient dans ton écuelle? Cesse de m'insulter, diable refroidi. C'est de ta faute. C'est toi qui as tout fait. Tu n'es qu'un enfant. Mais à cela, je ne puis rien. Eh bien, soit, je t'y amènerai. Tu connaîtras le monde. Et tu connaîtras la femme qui est plus que le monde.